Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Manon Javalet. Bonjour Manon, Bonjour Arthur. j'espère que tu vas bien. Bah écoute, très bien, merci. Donc dans Pas de souci. Dans cet épisode, on va parler de l'alimentation durant la petite enfance et plus précisément de l'alimentation de l'enfant de 0 à 3 ans. Alors pourquoi ce sujet-là? Eh bien parce que tu as participé à la réédition d'un ouvrage justement sur ce titre-là, avec la supervision notamment du professeur Tougnan. merde, Tougnan, ouais. Et donc tu étais la personne toute choisie pour aborder ce sujet-là. Donc pour donner un petit peu de contexte, on s'était rencontrés durant le congrès de l'AFDN, leur 70 ans d'ailleurs, ils fêtaient à ce moment-là. Et tu étais sur ton petit stand et tu présentais ton livre de référence. Et moi, j'ai trouvé ça très chouette que justement une diététicienne participait à ce type d'ouvrage. C'est pas tous les jours qu'on voit ça justement de la part des diététiciens. Donc, je voulais aussi te mettre en avant sur ce sujet-là. Du coup, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus et nous expliquer un peu ton parcours dans le monde de la diététique? Oui, bien sûr Arthur. Bah, du coup, je te remercie déjà de prendre le temps pour la nutrition pédiatrique et pour le temps aussi de cet ouvrage. Donc, moi, je m'appelle Manon Javalet et je suis une diététicienne spécialisée en pédiatrie depuis plusieurs années. En fait, je travaille depuis 2013 à l'hôpital Armand Trousseau à Paris et dans le service de nutrition gastro-entérologie du professeur Tougnan. Et effectivement, ce sont ces longues années d'expérience qui m'ont permis en fait de pouvoir écrire ce livre avec le professeur Tougnan, avec tous ces jeunes enfants et ces nourrissons que j'ai suivis. Et du coup, maintenant, je suis également en libéral, donc vraiment passionnée par la pédiatrie. Je suis également du coup en libéral pour du coup compléter mon activité hospitalière, ou du moins l'inverse, mais voilà. Donc c'est vraiment une passion que je continue à vivre maintenant avec le libéral. Ça marche. Pour du coup débuter ce podcast sur le thème de l'alimentation de la petite enfance, peut-être un petit conseil pour les futures mamans ou les jeunes mamans. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour choisir leur lait premier âge? Alors, pas de panique. Bon, déjà, on va bien sûr Ouais, conseiller l'allaitement maternel. bien sûr, mais Euh, là, du coup, on part du postulat qu'effectivement, soit elle ne peut pas pour des raisons particulières, ou elle ne veut pas pour des raisons qui lui sont propres. Tout à fait. Donc, il y a des moments où c'est pas possible, où c'est pas souhaité, et il faut pas paniquer. Donc, les laits infantiles ont des compositions vraiment très très millimétrées qui vont refléter le plus possible celle du lait maternel. Donc, la réglementation est bien stricte, et donc tous les laits infantiles vont a priori bien couvrir les besoins nutritionnels des nourrissons. En effet, on peut quand même être un peu pointu et aller observer quand même la différence entre certains laits infantiles. Et il y a des petits critères effectivement qu'on retrouve dans des études qui vont être intéressants, des critères, donc notamment les laits infantiles qui vont préserver les lipides laitiers. Parce qu'on va remarquer malheureusement que la plupart des laits infantiles, des laits premier âge, ont retiré ces graisses laitières pour remplacer avec des graisses végétales, ce qui va éloigner finalement de la composition du lait maternel. Donc là-dessus, ça va être quand même plus important. Les laits infantiles qui vont conserver les lipides laitiers. Et en effet, on va peut-être en parler, mais les apports lipidiques sont vraiment cruciaux et majeurs pour le développement cérébral du nourrisson. Et puis, c'est pas tout, on va rester dans les lipides, et puisque ces lipides sont vraiment, on va dire, le pilier de la construction cérébrale neurologique de l'enfant. Et donc, on va bien aimer, et surtout qu'il y ait des acides gras. On a parlé d'AGPI, les acides gras polyinsaturés à longue chaîne. Donc là, je parle un peu chinois, mais ce sont l'acide arachidonique, donc l'ARA, hein, il s'écrit ARA sur la boîte de composition du lait maternel, et le DHA,
Donc là, c'est un acide gras qu'on appelle l'acide énoïque. Bon, c'est un peu, désolé pour les prononciations. Donc l'ARA et DHA, effectivement, il va être obligatoire de toute façon d'avoir du DHA dans le lait maternel, mais l'ARA n'est pas obligatoire. Donc, si on veut être optimal, on peut regarder la composition du lait maternel qui doit comprendre autant d'ARA que de DHA. Et Est-ce donc, qu'il y a je d'autres continue. nutriments à prendre en compte Écoute, si tu me parlais du pour lait les laits premier premier âge? âge, c'est ça? Alors, pour Ouais, les premiers âges, on va être moins vigilant sur le fer, puisque les apports en fer, les besoins vont vraiment augmenter après 6 mois, donc le lait de suite, le lait de deuxième âge. C'est là qu'on va préférer les laits de deuxième âge qui contiennent le plus de fer, qui contiennent au moins 1 milligramme de fer pour 100 millilitres. Mais là, pour un lait pour nourrisson, ça ne va pas être vraiment le critère majeur. Mais sinon, on peut quand même se rassurer que tous les laits infantiles, du moment qu'il y a la dénomination lait infantile, on va être bon et bien évidemment, on a malheureusement eu encore des situations où des parents donnaient des boissons végétales ou des laits natifs de mammifères qui sont bien évidemment pas du tout, qui c'est vrai n'ont qu'on pas été. entend beaucoup parler voilà, de parents qui préconisent par exemple de prendre du lait de brebis ou parce que le lait de vache, bien évidemment, ça fait déjà polémique de base, mais apparemment le lait de brebis serait mieux que le lait de vache. En tout cas, tu confirmes que c'est pas le cas pour les nouveau-nés. Alors, c'est pas le cas. Effectivement, de toute façon, on peut tout à fait aussi prendre des laits infantiles à base de chèvre ou de vache, du moment qu'il y a la dénomination lait infantile. Il y a également des préparations infantiles à base de riz pour les personnes méfiantes des produits d'origine animale. Voilà, ça reste quand même dans la catégorie lait infantile. Mais bien évidemment, les boissons végétales, les jus végétaux entre guillemets, qu'on appelle boissons végétales, ou le lait Lait de de vache, soja, voilà. voilà, ou lait de vache natif, lait de chèvre, vont pas du tout correspondre aux besoins nutritionnels de l'enfant qui pourra apporter de grandes carences irréversibles. Très bien. Et du coup, pour continuer un petit peu vers plutôt la période de la diversification alimentaire, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner pour les parents pour assurer au mieux cette diversité? Alors, déjà, pas de panique là encore. Il ne faut pas Ce qui va- paniquer. Oui, parce que c'est vrai que ça paraît souvent, surtout pour Un les parents challenge? pour qui c'est leur premier enfant. Le deuxième enfant, en général, c'est l'air plus simple. J'ai l'impression que les parents font peut-être preuve de bon sens. Voilà, ils ont un peu plus l'habitude. Mais de manière générale, en fait, c'est le lait infantile et le lait maternel qui vont continuer à couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant, du nourrisson. Donc là, ce qui va être important finalement, ça va être juste d'introduire ces nouveaux aliments entre 4 et 6 mois, autres que le lait, de manière pour les premières semaines, en tout cas bien cuite, bien mixée, et en petite quantité. Et ces quantités de purée et de compote ne vont pas remplacer le lait infantile. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. À partir de ce moment-là, on s'imagine juste que c'est une, deux, trois, quatre cuillères à café, puis après un demi petit pot ou une petite purée qui va être dans la composition du déjeuner, qui sera toujours complété par un biberon ou une tétée. Et donc voilà, ça va être vraiment sans forcer, sans trop restreindre, mais en tout cas, enfin pas restreindre en tout cas, parce qu'il va être important que l'enfant continue de prendre son biberon pour couvrir les besoins nutritionnels, mais vraiment de ne pas forcer pour que ça se passe le plus calmement possible. Ça reste un apprentissage. Donc là, on est vraiment dans, voilà, dans l'apprentissage comme la marche, comme toutes ces acquisitions. Donc, avoir une atmosphère le plus calme possible et voilà, pas forcer l'enfant. Et on va vraiment stimuler tous les sens. Donc, l'oralité, c'est aussi pour que l'oralité soit épanouissante et rassurante, on va être sur le développement de tous les sens. Donc, laisser l'enfant toucher la purée, la sentir et la voir. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup l'image, ou plutôt anciennement, de parents qui donnaient directement la béquille, en fait, et l'enfant ne voyait même pas ce qu'il mangeait, ne sentait même pas, il ne touchait même pas. Et donc là, on peut induire aussi on va peut-être en parler plus tard, mais des troubles d'oralité, mais vraiment que l'enfant soit à l'aise et
le laisser le plus possible découvrir par tous les sens. Et la diversification, du coup, elle se fait entre 4 et 6 mois également, et surtout d'ailleurs pour introduire les aliments qui ont un risque d'allergie. Et finalement, ce ne sont pas les fruits exotiques qu'on peut imaginer. Anciennement, on parlait de ça. Là, on est vraiment sur les allergènes majeurs. Donc, on va être sur le lait de vache, le blé, l'œuf, les viandes, le poisson, l'arachide, les fruits à coque. Et bon, après, vous pouvez regarder dans le livre pour l'introduction de ces allergènes, finalement, comment elle doit se faire. C'est en petite quantité, très petite quantité. C'est pas du tout en but nutritionnel, nutritif. Ça va uniquement être pour sensibiliser l'enfant à cette nouvelle protéine qui peut être allergisante. Et on sait qu'il y a de plus en plus d'allergies. En t'écoutant, je me posais une question dont je n'ai pas la réponse, justement. Durant la diversification alimentaire, est-ce qu'on introduit d'abord les fruits ou les légumes? Parce que je sais que j'ai déjà entendu plusieurs écoles. Alors, il y a, encore une fois, on entend beaucoup, effectivement, je vais commencer par ça, qu'il faut d'abord commencer par les légumes, puis les fruits. Et les justifications qui ne le sont pas pour moi assez correctes, ça va être pour éviter que l'enfant refuse après les légumes. De toute façon, il faudra dans la même semaine à la fois introduire le fruit et la compote. Donc finalement, ça va être quelques cuillères de légumes au déjeuner complété par un biberon. Et au goûter, ça va être de la compote complétée par un biberon. Donc finalement, ça, voilà pour les premiers jours, en fait, les premières semaines. Après, on pourra bien sûr augmenter les quantités et avoir les deux pour le déjeuner, mais dans tous les cas, on parle vraiment il y a pas de prédisposition, enfin, il y a totalement une prédisposition génétique, pardon, au goût sucré ou salé. On est tous plutôt bec sucré, bec salé. Hein. C'est pas là aujourd'hui, je sais pas toi Arthur si c'était plutôt bec salé ou sucré. Oula, bonne question. Je Je pense que je sais suis un pas. peu plus salé. Toi, t'es plus salé. Bon, Ouais, je j'aime pense bien pas que... tout ce qui est fromage. Ok, Voilà, un bon français. d'accord. Bon, bah, très bien. Mais Et je pense pas que la raison soit parce que tes parents t'ont d'abord proposé les légumes. Effectivement, on a tous un penchant sucré-salé, c'est génétiquement prouvé, on va dire. Et donc voilà, il ouais. n'y a pas de risque que l'enfant après aime que le sucre si on commence par la compote. Donc voilà, il n'y a pas Mais là-dessus peut-être ça vraiment. rejoint un débat plus large où on est actuellement dans une société qui tend à diaboliser le sucre. On parle beaucoup d'addiction au sucre. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça pour les enfants? Est-ce qu'on doit supprimer tous les sucres de l'alimentation Alors, des enfants? Enfin, en tout cas, quand je dis sucre, c'est sucre ajouté, hein, on s'entend. bon, alors, pour parler direct, finalement, ça va être le sucre qu'on va rajouter dans un laitage ou potentiellement dans les purées très acides. Alors, en première intention, si l'enfant dévore son laitage ou sa compote acide, eh ben, pourquoi pas la laisser sans sucre, hein. Ça, c'est pas une erreur nutritionnelle, diététique. Par contre, ce qui va être une erreur, ça va être de ne pas sucrer un laitage sur dans la longue. Hein, si l'enfant refuse son laitage, on va préférer quand même qu'il ait un apport de sucre qui ne sera pas du tout nocif et qu'il ait au moins son calcium. Donc, moi, c'est sûr que je viens d'une école où on ne diabolise pas le sucre. Hein. Voilà, par mon expérience et par les études scientifiques que je peux consulter, il n'y a pas ces preuves scientifiques qui vont approuver cela après. C'est là que j'aime. Enfin, il y a vraiment un contraste entre les parents qui vont donner du coup une alimentation, on parle même du coup de régime d'alimentation sans sucre, hein, vraiment, et d'autres qui vont donner que des bonbons, du jus, des fruits, trop plein de sucre, enfin, ou plein de sucre, des jus de fruits, etc. En fait, il faut faire preuve de bon sens et un peu d'équilibre sur les deux. Donc voilà, c'est vrai que j'aime pas les discours vraiment trop excessifs, mais à la fois, je préfère dire aux patients et aux parents que je reçois de sucrer légèrement les tâches au risque qu'ils ne le prennent pas au final. Ouais, bah, je pense, comme tu dis, hein, c'est du bon sens. Pour continuer un petit peu sur ce sujet de la diversification alimentaire, c'est vrai que c'est une période où beaucoup d'enfants développent des aversions alimentaires qu'on appelle néophobie alimentaire. Bah, comment est-ce qu'on peut gérer ça au mieux en tant que bah, voilà, jeune parent qui a un premier enfant et donc bah, qui se sent un peu perdu parce que bah, voilà, son enfant refuse de manger plusieurs types d'aliments. Il a peur que son enfant soit dénutri.
Oui, bah alors ces situations, on les retrouve chez beaucoup d'enfants, hein. La quasi-totalité des enfants entre 18 et 24 mois traversent cette période soit de néophobie ou tout simplement de refus un petit peu alimentaire. Donc là Donc, faut pas encore, s'inquiéter finalement. non, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Plus on va s'inquiéter, plus l'enfant va le ressentir et plus il va peut-être aussi en jouer devant un comportement parental voilà, stressant, stressé. Donc voilà, c'est l'atmosphère aussi qui va être important, l'environnement dans lequel se passent les repas pour pas que ce soit, voilà, que ce soit uniquement un moment de plaisir aussi, hein, l'alimentation. Et donc on parle encore de découverte d'apprentissage, même voilà, à partir de 18-24 mois. Bien évidemment, on va rassurer les parents et leur dire qu'il faut faire preuve de patience et qu'il faut surtout pas forcer du coup les enfants qui vont refuser. Donc on va leur proposer plusieurs fois, sous plusieurs formes, évidemment, hein, ça c'est ce qu'on entend et ce qu'on dit souvent, mais de pas forcer à arriver aux crises, aux colères qui vont finalement que majorer ces refus. Donc de favoriser les repas en collectivité avec d'autres enfants, parce qu'il y a l'effet de mimétisme qui va être important à cet âge-là. Souvent, les parents me disent qu'ils mangent beaucoup mieux avec la nounou ou à la crèche. Donc voilà, il y a ce fait d'être avec d'autres enfants aussi qui va stimuler l'enfant, qui va à ce moment-là pas avoir un grand intérêt sur l'alimentation. Et donc d'avoir des repas calmes, sans écran bien évidemment, et même d'écourter les repas s'il le faut. On ne va pas être un repas sur 1 heure si pour l'enfant ça devient trop trop contraignant de manger à ce moment-là. L'enfant ne va pas se laisser mourir de faim. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Et, euh, et après, on parle encore de stimuler les sens, d'être le plus possible à faire découvrir l'enfant, lui faire toucher la cuisine quand les parents cuisinent, que l'enfant puisse être aussi présent et aider. À 18-24 mois, c'est possible. Et, euh, et encore une fois, en général, c'est quand même les fruits et les légumes. Moi, beaucoup de parents me consultent parce qu'ils me disent, oh là là, il a la néophobie alimentaire, il veut aucun fruit, aucun légume. Ou alors, en fait, finalement, je m'aperçois qu'il y en a quand même un petit peu. Mais là, je rassure les parents, les fruits et légumes, c'est 80 à 90% d'eau. Donc, vous imaginez bien, enfin, tu t'imagines bien, Arthur, que c'est pas ça qui va couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant qui sont très intenses au niveau des nourrissons et des jeunes enfants. Et donc là, des petites quantités de fruits ou légumes suffiront amplement dans l'alimentation de l'enfant, surtout à cette période où finalement les fruits et les légumes, ces végétaux, sont perçus comme pour l'enfant comme des aliments pas copains en tout cas. Donc laissez, pourquoi pas dans l'assiette, pas les camoufler, les cacher derrière un, un aliment, etc. Vraiment faire preuve d'honnêteté avec son enfant, pas le duper, mais de continuer à en produire en petite quantité, sans forcer, pourquoi pas juste croquer, avoir le droit de recracher. Et voilà, ne pas forcer, ça va être vraiment important. Et là-dessus, si on a un enfant qui a vraiment une grande néophobie alimentaire ou qui va vraiment avoir des difficultés alimentaires, qui va très très peu manger, conserver, on va dire, le lait de croissance le plus longtemps possible. Au moins, on assure les besoins nutritionnels des enfants petits mangeurs et très difficiles. Mais Voilà. justement, pour rebondir, est-ce que c'est vraiment utile ces laits de croissance? Oui, ça va être utile. En fait, la carence en fer, on parle même de maladie nutritionnelle la plus fréquente dans le monde. Et donc, une carence en fer, c'est finalement des enfants qui vont pas optimiser leur développement, encore une fois, cérébral et qui vont avoir une immunité plus basse. Donc, tous ces enfants qui sont tout le temps malades, on va peut-être pas les aider en leur donnant, du coup, pas de lait de croissance, parce que ça veut dire pas de fer non plus. Donc c'est pour ça que le lait de croissance va être primordial de le conserver le plus longtemps possible pour vraiment éviter ces carences en fer qui sont bien trop fréquentes. Le lait de croissance contient 24 fois plus de fer que le lait de vache. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute qu'il va être nécessaire de le conserver. Vraiment, quand on fait la ferritinémie du coup de beaucoup d'enfants, il y en a beaucoup qui vont être carencés, surtout chez les enfants quand même petits mangeurs qui vont pas manger beaucoup de viande. Donc là, on va vraiment conserver le lait de croissance le plus longtemps possible, parfois après 3 ans, hein, si les consommations de viande sont insuffisantes. Pour rebondir sur la viande, on peut parler brièvement de l'apport en protéines chez les enfants. Ça fait un peu débat, ça, dans le monde de la diététique. Il y en a voilà, qui disent qu'on devrait quand même réduire les apports. Toi, tu n'as peut-être pas cet avis-là.
Est-ce que tu peux un peu développer? Oui, bah alors je l'ai pas. Alors c'est pas parce que j'ai décidé de pas l'avoir. C'est vraiment parce que bah voilà, ça fait 12 ans maintenant que je suis dans le monde des enfants, des nourrissons et que je constate, comme je te disais, vraiment beaucoup d'enfants qui sont carencés en fer. Donc voilà, il y a effectivement une grande crainte qui n'est pas justifiée, en tout cas chez l'enfant. Il n'y a aucune étude scientifique qui va permettre de justifier cette restriction en protéines. Donc Bah, là-dessus, c'est ça vient souvent, alors je sais plus si c'était une étude épidémiologique, mais ça vient du fait que un apport élevé de protéines durant la petite enfance est associé à des risques accrus de développer de l'obésité à ah, l'adolescence ou à l'âge adulte. alors là, pour le coup, c'est quelque chose que je suis pas du tout d'accord, hein. Je travaille Il dans un peut y service. avoir des avis contradictoires même dans les études scientifiques, hein. Alors oui, alors moi là je parle aussi de mon expérience. Je travaille dans un service de nutrition gastro-entérologie où c'est un très très grand service d'obésité. Donc autant vous dire que c'est à l'hôpital Trousseau que beaucoup d'enfants suivis par cette maladie, hein, on parle de maladie, sont à Trousseau. Et donc voilà, l'obésité, c'est totalement, principalement d'origine génétique, hein. Malheureusement, les gens ne veulent pas forcément l'entendre, mais on verra, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais rarement deux parents minces, voire maigres, avec un enfant obèse. Et inversement, un Oui, enfant bien qui va sûr, être il y a obèse, une part il y a une part de voilà, génétique une très indéniable. grande part de génétique. Très grande part Après, de génétique, moi, quand voilà. je vois que en 50 ans, la prévalence de l'obésité a triplé, je me pose quand même des questions sur l'impact de l'environnement aussi. Oui, alors là, Mais là, je sais pas si c'est on vraiment le s'écarte. sujet. Alors, mais pour le coup, alors moi, je suis pas une grande spécialiste de l'obésité, mais je travaille avec des grands spécialistes de l'obésité. Et effectivement, là-dessus, ils sont très au fait et ils sont vraiment auprès de cette population. Ils sont pas juste dans des études ou dans des livres. C'est vraiment, voilà. C'est Et sur le donc, terrain, effectivement. c'est certainement pas. On a beaucoup plus en fait un risque de carence en fer qui lui est très avéré chez les enfants qui consomment peu de viande finalement. Euh, voilà, le bénéfice-risque en tout cas de peut pas consommer de la viande ou du lait de croissance, hein, c'est lait de croissance et viande, Oui, puisque finalement, pourquoi on parle du fer, c'est parce que le fer est malheureusement très faiblement absorbé dans les végétaux. Donc ça, tu dois savoir, Arthur. Et oui, donc, ben, du coup, oui, moi je sais, heureusement. voilà. Mais Et donc, effectivement, souvent, c'est bien pour les auditeurs de le rappeler. on entend, alors moi, c'est vraiment à chaque fois, hein, tous les patients, les parents me disent, bon, alors je vais lui donner des lentilles, des épinards, etc. C'est absorbé à 2,5%. Donc, on ne couvrira jamais les besoins nutritionnels. Ça pourra aider un tout petit peu à les couvrir, mais ça ne les couvrira pas. Donc, du coup, on aura besoin effectivement, après un an, pour couvrir les 0,7 mg de fer absorbé, hein, on parle de fer absorbé du coup, puisque la plupart du fer ingéré n'est pas absorbé, on aura besoin après un an de 250 ml de lait de croissance et au moins de 40 grammes de viande pour couvrir ses besoins. Alors après, on peut essayer de ne pas les couvrir et de consommer moins, mais ça, c'est voilà, effectivement, ça va être délétère pour couvrir les besoins nutritionnels. Bah, écoute, Manon, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Donc, je rappelle, tu as participé à l'élaboration d'un livre de référence sur l'alimentation de l'enfant de 0 à 3 ans euh, chez l'éditeur Edison, non, Elsevier Mason, pardon. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et, si tu veux, tu peux aussi donner tes coordonnées pour tes consultations si tu le désires. Mais écoute, en général, les patients me sont adressés par des pédiatres, mais de ville. Mais effectivement, je suis disponible sur Doctolib en téléconsultation. Et voilà, je te remercie en tout cas, Arthur, pour tout ce que tu fais pour le monde de la nutrition. Et Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir que merci beaucoup. tu me le dises et je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci, Arthur. Au revoir.